Madame le ministre, Monsieur le préfet, Monsieur le commissaire général délégué à l'égalité des territoires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les acteurs de la politique de la ville. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille à Euratechnologies pour cette journée de travail dédiée à l'innovation et à la politique de la ville. Je salue ici les élus et tous les acteurs, contributeurs, rapporteurs, animateurs qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Je salue vos engagements, vos énergies, vos idées qui feront de cette journée une réussite et contribueront à construire la politique de la ville de demain. Nous sommes réellement très honorés à l'AMEL et toute l'équipe qui m'entoure et qui a construit ces journées. Nous sommes réellement très honorés de vous accueillir ici, à l'Homme, au sein de la métropole de Lille. Ce lieu n'est pas un lieu comme les autres, vous l'avez déjà ressenti, et il nous est apparu comme une évidence au regard du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Une évidence, car ce lieu est le symbole de l'histoire réussie d'un territoire, de la force d'une volonté politique incarnée, d'un défi relevé. D'un défi relevé pour opérer une transition audacieuse entre deux mondes. Une transition, bien entendu, tournée vers l'innovation, et qui, nous pouvons le dire aujourd'hui, se révèle être une véritable réussite économique. Vous avez ici l'illustration d'un quartier en politique de la ville qui, grâce à un projet économique ambitieux, initialement porté par une volonté politique particulièrement forte, se transforme profondément et de manière spectaculaire. Un site en renouvellement urbain est d'ailleurs tout proche, et sa perspective d'évolution dans le cadre du NPRU ne s'envisage pas sans lien avec ce site d'exception. Le bâtiment où nous nous trouvons, nommé Leblanc-Lafont, est le cœur du pôle Euratechnologies. Il est issu de la réhabilitation exemplaire de deux anciennes usines textiles, Lafont et Leblanc, construites respectivement en 1896 et en 1900. En 1989, suite à la crise générale de l'industrie cotonnière, et après avoir été l'une des 7 filatures de coton les plus importantes de l'Hexagone avec près de 2500 employés, l'usine Leblanc-Lafont a déposé le bilan. En 1996, la communauté urbaine de Lille a opté pour un projet de reconversion, Euratechnologies, pôle d'excellence économique dédié aux TIC, inauguré le 26 mars 2009. Euratechnologies est devenu aujourd'hui un pôle d'excellence et d'innovation implanté à Lille sur 80 000 m². Et ça marche. Cela fonctionne. Euratechnologies n'est plus seulement un concept. Euratechnologies est classé dans le top 3 des accélérateurs en Europe, précurseur de la French Tech et fer de lance de l'économie numérique en France. Euratechnologies, c'est aujourd'hui plus de 300 entreprises, plus de 4000 salariés et plus de 300 projets accompagnés. Fort de son expertise et conscient de l'enjeu d'essaimer sur le territoire, Euratechnologies diversifie son offre, notamment à Roubaix, sur le quartier Blanchemaille, qui est lui-même en QPV et lui-même bénéficiaire d'un programme PRU, écosystème de 13 000 m² dédié à l'accueil et au développement de champions du commerce connecté. Je laisserai tout à l'heure M. Raouti Chehi, directeur général d'Euratechnologies, évoquer avec la passion qui est la sienne et qui est très communicative cette histoire et son lien avec la politique de la ville, notamment en clôture de cette journée. Alors nous avons présenté Euratechnologies. Pourquoi l'AMEL a-t-elle souhaité accueillir cette journée sur l'innovation et l'organiser avec le Commissariat général à l'égalité au territoire? Capitale de région, la métropole européenne de Lille, MEL, est une intercommunalité qui rassemble 90 communes pour 1,1 million d'habitants. Elle se situe au sein d'un large bassin de vie européen de 10 millions d'habitants. C'est un territoire marqué par son histoire industrielle et économique. La métropole s'est engagée depuis une quarantaine d'années dans une profonde mutation économique, passant d'une économie industrielle à une économie tertiaire en s'appuyant sur ses atouts et sur ses leviers. Toutefois, et nous le savons tous dans cette salle, les difficultés existent et il ne sert à rien de se les cacher, de se les dissimuler. De grandes disparités territoriales, avec des situations sociales très contrastées, une concentration spatiale des ménages les plus défavorisés, dans des quartiers situés en cœur de métropole, dessinent un environnement urbain divisé et hétérogène, lié également à la spécificité d'une métropole multipolaire. Au sein de cette mosaïque territoriale, la géographie prioritaire concerne 200 000 habitants, soit 18% de la population totale, auxquels s'ajoutent près de 160 000 habitants en quartier de ville, de veille, dans 21
villes de l'agglomération. Les quartiers de la politique de la ville concentrent 55% des logements sociaux de l'agglomération avec une forte proportion d'habitats privés, parfois dégradés, souvent dégradés. Le taux de chômage y est particulièrement important, supérieur de 15 points au taux métropolitain déjà relativement élevé. Ces quartiers sont concentrés sur les deux principales aires géographiques du territoire et traversés par des dynamiques métropolitaines distinctes. Ils représentent ainsi deux réalités urbaines différentes. D'un côté, les territoires de la périphérie sud et est de l'île, concernant en particulier des quartiers de grands ensembles de logements sociaux. De l'autre, au versant nord-est, dont les difficultés se concentrent en périphérie des centres de Roubaix, de Tourcoing et en Lersin, avec une déqualification spécifique sur le tissu d'habitat ouvrier, ancien et privé. La loi MAPAM a confié en 2015 à la MEL la compétence politique de la ville et lui a permis ainsi de porter une stratégie de développement durable de ces quartiers, totalement intégrée au projet métropolitain, favorisant le développement équitable du territoire et l'action sur les mécanismes de spatialisation et d'exclusion. Nous dépassons désormais, et c'est notre fierté, la seule logique de réparation sociale. La MEL s'est dotée d'une stratégie de développement des quartiers prioritaires intégrée au projet métropolitain. Les enjeux de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de développement économique y sont traités dans un cadre unique, celui du contrat de ville. Leur complémentarité est un des enjeux forts de la réussite du contrat de ville. La MEL intervenait de manière dispersée mais importante sur le social, sur l'aménagement du territoire, sur la cohésion urbaine. Aujourd'hui, elle est également chef d'orchestre et c'est donc une mission essentielle pour donner du sens à toutes ces transformations. Donc voilà pourquoi la MEL a organisé cette journée. Quelle priorité allons-nous donner à ces journées? Parce qu'il faut bien choisir dans cette multitude de chantiers, il faut choisir pour être efficace. La priorité est donnée par la MEL à l'économie et à l'emploi. Parce que toutes ces personnes qui vivaient autrefois de l'industrie textile et d'autres industries, eh bien, il faut leur donner un autre travail. Et cet exemple ici est frappant. À l'heure de la réactualisation des contrats de ville et du pacte de Dijon, la MEL a en juin dernier pris un engagement fort en matière d'économie et d'emploi en validant en conseil communautaire une délibération très importante, une délibération cadre sur la politique de la ville. Nous nous sommes fixés 6 priorités déclinées en 17 actions dans une approche globalisante grâce naturellement au soutien important de nos partenaires parce que tout seul nous ne pouvons rien faire. L'État que nous sollicitons chaque jour sous toutes ses formes consacrera, au-delà de la mobilisation des dispositifs de droit commun, 20% de l'enveloppe du BOP 147 à cet axe de travail cette année. C'est une nouveauté. Mais également l'ANRU, et je salue ici son directeur, dans le cadre des 13 projets de renouvellement urbain sur 8 communes. La MEL a souhaité aborder l'enjeu majeur du développement économique et de l'emploi dans une approche d'équité territoriale. En témoigne le premier objectif de notre contrat de ville, rétablir un taux d'emploi dans les quartiers en politique de la ville, puisque ce taux d'emploi est aujourd'hui plus faible de 15% que le taux moyen de la métropole. Il y a donc une manœuvre de rétablissement à opérer. Pour être en équilibre, ce sont 9 300 emplois qui sont à créer à destination des personnes qui résident dans ces quartiers. Cette responsabilité de croissance inclusive, nous l'avons motivée dans notre politique de développement économique pour laquelle notre ambition est claire et pragmatique. Renforcer l'attractivité de la métropole pour attirer de nouveaux investisseurs, c'est un enjeu très fort. Notre action ne se limite cependant pas à ces quartiers. Nous créons des opportunités d'emploi qui sont ouvertes aux habitants des quartiers politiques de la ville dans toute la métropole. Évidemment, l'idée n'est pas de dire que nous devons créer uniquement des emplois dans les quartiers en politique de la ville. Pour que les emplois soient chez eux, c'est évidemment aussi de faire sortir toutes ces personnes qui sont dans les quartiers politiques de la ville pour aller dans les lieux où nous souhaitons créer de l'emploi. Cette approche a déjà trouvé des traductions et des résultats depuis 2014, avec notamment des implantations économiques créatrices d'emplois. Promenade de Flandre, Vestiaire collective, Web Help, Blanche-Maille, mais aussi l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée,
qui existent ici sur 2 sites, à Tourcoing et à Loos, ou encore la mobilisation de la métropole européenne de Lille sur les emplois francs, qui a déjà porté ses fruits, puisque nous avons déjà 785 demandes transmises à Pôle emploi dans le Nord et 638 demandes acceptées à ce jour sur notre territoire métropolitain. Et nous avons également d'autres candidatures pour l'expérimentation Territoire zéro chômeur. Avec le plan d'action économie et emploi, nous souhaitons intensifier et accélérer les actions déjà engagées, expérimenter de nouvelles approches avec le souci qu'elles puissent faire converger les bonnes énergies. La feuille de route que nous avons bâtie est l'expression d'un travail de concertation avec tous les partenaires de la MEL, les villes, le département, la région. 6 priorités, et je vais aller rapidement puisque je sais que le temps est compté, mais nous défendons avec cœur notre dossier. La priorité numéro 1, c'est impliquer l'entreprise comme premier partenaire de l'emploi dans une démarche gagnant-gagnant. On le sait, les lieux où se crée l'emploi, ce sont les entreprises. L'entreprise est au cœur de nos préoccupations au quotidien. C'est l'acteur majeur de la croissance et de l'emploi. Elle sera mobilisée de différentes manières, y compris dans le cadre de l'animation des sites d'excellence implantés dans les quartiers politiques de la ville, comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui. La priorité numéro 2, c'est développer l'entrepreneuriat, le soutien à la prise d'initiative par les habitants dans le cadre de la fabrique à entreprendre. La priorité numéro 3, c'est créer les liens entre les jeunes et le monde économique. Pour s'orienter vers un métier, il faut connaître l'entreprise et la réalité de ce qu'est l'emploi. Pour les jeunes en décrochage, dont les représentations du monde du travail sont absentes, c'est pourquoi nous souhaitons créer des cités éducatives, le milieu familial est parfois peu propice à la transmission de la valeur travail, la découverte de l'entreprise par des stages ou des formations est fondamentale. Nous proposons avec les représentants du MEDEF, des consulaires, de mobiliser les entreprises autour de ces enjeux et de proposer des solutions d'accès de stage dans les entreprises. Quand on entre dans l'entreprise, eh bien, c'est déjà à moitié gagné pour notre jeunesse. La priorité numéro 4, c'est accompagner vers l'emploi en levant les freins au recrutement. La mobilité est repérée de manière unanime comme un frein périphérique à l'emploi sur lequel nous devons agir. Les habitants des quartiers de politique de la ville sont particulièrement touchés par différentes formes de discrimination. Et l'absence de mobilité en est un, qu'elle soit psychologique, intellectuelle ou qu'elle soit réelle, ou que les deux se mélangent. La MEL a signé le 13 juin, en présence de M. Jacques Toubon, le plan de lutte contre les discriminations. Il comprend un volet de sensibilisation s'adressant aux acteurs en proximité des entreprises et aux entreprises elles-mêmes pour les accompagner dans les bonnes pratiques de recrutement. La priorité numéro 5, c'est développer une offre foncière et immobilière attractive pour favoriser les implantations d'entreprises. Il s'agit de mener les opérations d'aménagement économique dans une approche concertée d'urbanisme, d'habitat et de cadre de vie pour optimiser l'environnement des entreprises et des habitants et recréer de nouveaux potentiels économiques. On ne croit pas d'emblée que dans des quartiers en mauvais état, il soit possible de recréer de l'activité et du dynamisme. Eh bien si, c'est justement là qu'il faut aller. Ce territoire en est la preuve vivante. Si tous les acteurs se mobilisent, c'est possible. Il faut simplement de la persévérance et un peu de temps. Enfin, la priorité numéro 6, c'est valoriser les atouts et les talents des quartiers. Nous allons nous employer à marketer les territoires pour donner de la visibilité aux entreprises et aux entrepreneurs qui s'y trouvent, parce que nos quartiers prioritaires sont riches d'énergie, de compétences, d'avenir et de volontarisme. La MEL est donc très volontaire sur l'économie et l'emploi. Alors comment peut-elle faire? Comment intégrer à ce projet, à notre projet collectif, l'innovation et le design à la politique de la ville? Nous avons là un atout tout à fait spécifique. Vous le savez, la MEL sera capitale mondiale du design en 2020. À ce titre, j'ai souhaité que nous portions une réflexion toute particulière sur la politique de la ville et le design connectés ensemble. En quoi le design, qui évoque plutôt le mobilier, des activités artistiques, peut-il être utile pour répondre à nos problématiques? Le design, ça n'est pas que le design de l'objet, c'est aussi le design des processus. Ces processus comprennent plusieurs étapes. Comprendre les besoins des habitants, co-construire les projets avec eux, les conseils citoyens sont ici présents, prototyper les actions. Nous lançons les POC,
proof of concept, les préfigurer, tester les actions, vérifier leur pertinence, évaluer autrement. Nous avons constitué une cohorte forte de 1500 familles, ce qui n'est pas rien. Et cette cohorte qui va nous aider à travailler sur le terrain, à sensibiliser les habitants, à échanger les informations, cette cohorte nous donne déjà des retours extrêmement positifs de la part des habitants qui nous indiquent que c'est la première fois qu'on s'intéresse à eux. Nous inaugurons cette méthode d'enquête qui permet d'entendre des ménages qu'on ne voit jamais dans l'espace public, qui ne s'expriment pas souvent. À l'occasion d'un événement visant à réunir les ménages ayant participé, l'enquête conduit à rapprocher les habitants des institutions et les réinscrit dans un projet partagé. Nous n'avons pas l'habitude à la MEL de nous cacher les difficultés, parce que c'est en regardant la réalité bien en face que l'on peut trouver des solutions. Nous avons effectivement un problème de lisibilité et de compréhension de ce qu'est la politique de la ville. Et ce problème peut entraîner parfois un problème de confiance dans l'intervention également de la part de nos concitoyens. Nous avons un problème de gestion des temporalités. Le temps du NPRU est un temps très long. Nous savons que ce temps est nécessaire pour bien concevoir les projets, pour dépenser l'argent public de manière raisonnable, de manière efficace, mais tout cela prend du temps. Les expertises prennent du temps, les relogements prennent du temps. Que faire de cette temporalité qui impacte notamment le foncier? Que faire de terrains qui restent nus longtemps? Que faire d'espaces faiblement attractifs? Que faire de terrains qui deviennent pour un temps des friches industrielles ou des friches de logement? Nous avons des problèmes d'échelle d'intervention. Où se situe la métropole par rapport aux communes? Où sommes-nous vraiment attendus? Eh bien, toutes ces questions qui sont très prégnantes chaque jour pour les acteurs de la politique de la ville, eh bien, nous pensons qu'à toutes ces questions, le design peut apporter une réponse transitoire et une réponse de méthode. Le design doit nous permettre de développer de nouvelles approches, notamment en matière de foncier, pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Le design peut nous aider à préfigurer les changements pour donner envie, rassurer sur l'avenir et tester le projet, ces fameux POC. Le design peut nous aider à mieux faire comprendre la politique de la ville en donnant à voir les interventions pour mieux mobiliser. Cela doit nous permettre de partir du territoire pour construire ensemble, tous ensemble, une stratégie. Cela doit nous permettre également de dépasser les logiques communales ou administratives en inscrivant pour la métropole, par les NPRU, une stratégie globale d'aménagement du territoire. Voilà donc, Madame le ministre, Monsieur le préfet, Monsieur le directeur de l'ANRU, Monsieur le commissaire général à l'égalité des territoires, voilà comment nous entendons travailler avec vous tous et Dieu sait que nous avons besoin de vous. Alors je vais terminer cette introduction en balayant rapidement le programme de la journée pour bien montrer qu'il est en lien avec toutes ces préoccupations. C'est en lien donc avec l'ensemble de nos ambitions, mais aussi de nos convictions et de nos questionnements, que je n'ai absolument pas dissimulés, que nous avons bâti avec le CGET et de nombreux acteurs présents aujourd'hui, le programme de cette journée. Nous sommes plus de 400 personnes aujourd'hui. Nous étions 157 lors des visites des citières et 212 à la condition publique à Roubaix, un autre lieu historique de la métropole. Notre journée sera ponctuée de plusieurs débats, volontairement très différents sur le fond des sujets et sur la forme des expressions recueillies. Deux animateurs principaux nous accompagneront, Raphaël Yem et Édouard Zambeau, que je remercie chaleureusement. Alors, ce programme se passe également en 6 séquences, 6 priorités, 6 séquences. Tout d'abord, un coup de projecteur sur 5 actions d'ici et d'ailleurs dans un format que l'on appelle Pécha-Cucha. Monsieur Édouard Zambeau vous en dira davantage tout à l'heure. Les actions présentées se veulent emblématiques de la façon dont la politique de la ville mobilise les ressources plurielles, les combine de manière originale et permet d'éprouver les façons de penser et de faire qui soient alternatives. 5 thèmes seront traités: l'accès à l'enseignement supérieur, la santé, la reconversion ou la qualification professionnelle, la place des habitants dans la gouvernance locale et bien entendu la lutte contre les discriminations. La deuxième séquence consiste en un zoom sur une initiative ambitieuse pour lutter contre la ségrégation scolaire ou comment
et pourquoi revoir les règles de l'affectation au collège pour plus de mixité scolaire. Nos collèges font partie intégrante du PRU2. Je m'adresse à monsieur le premier vice-président du conseil départemental. Nous avons sollicité, bien sûr, le partenariat du conseil départemental sur 3 collèges. C'est fondamental. C'est par, effectivement, l'évolution de ces collèges et par le soin que l'on accorde à l'éducation des jeunes, eh bien, que la transformation se fera également dans nos quartiers. Et je remercie le conseil départemental de nous suivre avec volontarisme et ambition sur ces projets. La 3e séquence, eh bien, ça sera un petit peu avant de nous restaurer. Il s'agit d'un moment un petit peu particulier. C'est une surprise. Vous le découvrirez dans l'atrium, cette magnifique verrière où nous avons déjà pris tous ensemble un café. Et il s'agira eh bien, de traiter l'innovation aux marges du marché du travail. La pause déjeuner va nous permettre de découvrir des mets colorés, des produits locaux qui sont proposés par des structures d'insertion locales avec qui nous travaillons au quotidien. Cet après-midi, 4e séance avec 3 plateaux radio en simultané autour de sujets pour lesquels se cristallisent aujourd'hui les besoins d'innovation. 3 plateaux radio, 3 animateurs, 3 rapporteurs. La forme et le fond fonctionnent ensemble eh bien, pour participer à l'innovation. Il faut changer également les méthodes de discussion. Alors, le premier de ces plateaux aura trait à l'aménagement urbain durable, la gestion des sites et des terrains hors d'usage, héritage de la désindustrialisation. La gestion de ces terrains est très prégnante dans nos projets PRU. Ensuite, eh bien, deuxième plateau, la place prépondérante prise par le numérique dans nos sociétés. Et enfin, la prise de participation du privé dans la politique de la ville. Et je dirais que ce lieu en est également une illustration frappante. Je ne prends pas le temps immédiatement de vous présenter tous les intervenants parce que je sais que le temps de Madame le ministre est compté et qu'elle a également d'autres visites à faire ce matin. Et donc, nous découvrirons au fil du temps les intervenants autour de ces plateaux. Nous allons enfin clôturer cette journée par une 6e séquence, après avoir signé à 16 h la signature, la charte par exemple co-construite autour du projet de ferme urbaine du site Nonnet-Crouy, signature qui va intervenir entre la région, la ville de Roubaix et le collectif Trichon, sur le thématique de l'économie circulaire qui est fortement portée à Roubaix. Et nous clôturons cette journée par une 6e séquence qui se manifestera sous la forme du rapport d'étonnement avec une orthographe qui est, comment dirais-je, détonnante elle-même, un rapport d'étonnement à 4 voix. Les conseillers citoyens en groupe représentant de la sphère civile, accompagnés toute la journée par Chantal Lamarre, fondatrice de la scène nationale du bassin minier Culture Commune, le chercheur représentant de la sphère académique Yannick Lorty, le représentant de la sphère artistique Farid Berki, qui est chorégraphe et danseur contemporain, et enfin le chef d'entreprise représentant de la sphère économique, Raouti Chehi, directeur général de Ratechnologie, que j'ai salué tout à l'heure et qui nous transportera également par son projet. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté avec patience. Je remercie très sincèrement chacun d'entre vous de participer à cette journée, soit en tant qu'organisateur, soit en tant qu'acteur. Je remercie également de tout cœur le Centre de ressources en politique de la ville de la région Hauts-de-France, l'IREV, dont le soutien nous est très précieux tout au long de l'année, les équipes techniques de Ratechnologie et bien entendu les équipes techniques de l'AMEL, dont je ne suis que le porte-parole. Merci à vous. Merci Anne Voiturier.